Donc, je vous laisse nous présenter le contexte du marché volontaire du carbone, puisqu'on va aussi parler du marché carbone dans la suite de la matinée. Tout à fait. Merci Claire pour cette introduction. Merci Alex pour la présentation. Donc moi, je m'appelle Loris Camoin, je suis expert en durabilité, consultant en transition écologique dans un bureau d'études qui s'appelle Nepsen, qui existe depuis 40 ans. On est société à mission et on travaille dans tous les métiers de la transition écologique, que ce soit la rénovation du bâtiment, l'énergie renouvelable, l'efficacité énergétique. Et pour ma part, on réalise des études environnementales pour des acteurs privés et publics, que ce soit du bilan carbone, de l'analyse de cycle de vie. On est aussi conseil sur tous ces sujets-là. Je vous contacte du coup depuis Bordeaux, mais je viens de Marseille, j'ai fait toutes mes études, j'ai grandi à Marseille, mais je travaille aujourd'hui à Bordeaux, donc pas vraiment en région sud, mais plus région sud-ouest. Donc aujourd'hui, on va parler du marché du carbone volontaire. On va faire une courte introduction. On va pas forcément rentrer trop dans les détails, mais l'objectif, c'est que vous ayez en une vingtaine de minutes un aperçu de qu'est-ce qu'on peut faire ou pas faire en tant qu'entreprise, qu'est-ce qu'il faut éviter de faire, comment s'assurer qu'une tonne de carbone qu'on achète, un crédit carbone, soit certifié, viable, correct, pour que ça ne vous pénalise pas dans la suite. Donc on va voir tout cela sur une quinzaine de diapositives sur différentes thématiques, un peu de contexte, un peu d'histoire, on va voir ce que c'est qu'un crédit carbone. On va ensuite voir le carbone agricole en pratique, parce que c'est quand même le sujet du colloque et le sujet du jour, les différents types d'achats, le marché dans son ensemble et une petite synthèse à la fin, si ça vous va. Donc, un historique du marché du carbone volontaire. J'ai choisi de démarrer à partir de 2015. On aurait pu retracer encore avant, mais 2015, c'est une période, c'est une date forte, j'ai envie de dire, avec les accords de Paris, la COP 21, que vous devez tous connaître, je l'espère, avec l'apparition de l'article 6, qui est un nouveau cadre international qui régit les règles pour différents pays, différentes organisations, pour pouvoir s'acheter entre eux différents crédits carbone. D'accord. Auparavant, avant cet article-là, il y avait le MDP, le mécanisme de développement propre du protocole de Kyoto, qui permettait de régir tout cela. Et à partir de 2015, on augmente un petit peu au niveau de réglementation, de certification pour pouvoir permettre tous ces échanges. En 2018-2019, on a le label bas carbone qui arrive en France, qui permet de certifier, de valider, de mettre en relation un porteur de projet et une entreprise, une organisation qui souhaite acheter des crédits carbone. Sur différentes thématiques, que ce soit l'agriculture, mais pas que, l'industrie, les énergies renouvelables et autres. Différentes autres labels coexistent, hein, on le verra juste après, des labels internationaux notamment, les plus connus. En 2021, 3 années plus tard, on a une des méthodes les plus connues régie par le label bas carbone, qui est la méthode grande culture, qui permet du coup une méthodologie propre dans ce secteur pour comptabiliser un crédit carbone, définir bien les projets qui peuvent être pris en compte. Et on a aussi certaines périodes de tension, comme en 2023, ce qu'on appelle la crise d'intégrité, qui était une sorte de scandale révélé par le Guardian, un journal britannique, qui a mis en lumière un projet, notamment porté par Vera, qui est un équivalent du label bas carbone mais à l'étranger, de REDD+. REDD+, qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout simplement la réduction d'émissions liées à la déforestation et à la dégradation des forêts. Donc c'est tous les projets qui vont dans lesquels vous allez investir pour que une déforestation ne puisse pas avoir lieu et que vous puissiez faire autre chose à la place. Donc en fait, le souci avec ce scandale-là, c'est qu'on s'est aperçu que les tonnes de CO2 promises par ces porteurs de projets étaient bien au-delà de ce qu'elles étaient. Donc elles étaient largement surestimées. Et donc ça a mis en lumière certaines vulnérabilités de ces dispositifs. Donc à la suite de cela, plusieurs principes, les Core Carbon Principles par exemple, différents critères qu'on va voir par la suite qui permettent de s'assurer qu'un projet qui permette de générer du coup des crédits carbone puisse être viable et pertinent. Donc en 2024, d'autres cadres arrivent, le cadre européen, la CRCF, le Credit Removal Carbon Farming, Carbon Removal Carbon Farming, qui permet de régir des règles à l'échelle européenne, avec la directive EMPCO, qui veut dire Empowering Consumers, qui protège notamment les clients, les consommateurs de tout ce qui est greenwashing. Donc là même on sort un petit peu du crédit carbone, mais là vraiment ça permet de s'assurer que les entreprises ne puissent pas avoir des allégations environnementales trompeuses.
Donc quelque chose pour renforcer un petit peu tout cela et la mise en application, et pour bientôt, à la rentrée à partir du 27 septembre. Donc voilà le petit panel historique du marché carbone volontaire. On va voir après qu'est-ce que le marché du carbone volontaire, mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est quelque chose qui est assez récent, qui en pleine structuration, comme je l'ai mis dans le sous-titre, c'est-à-dire on cherche vraiment à s'assurer que les projets puissent être viables, crédibles, que la méthodologie utilisée soit compatible et ne puisse pas être trompeuse pour que derrière ça vous comment dire, que ça vous porte à faux par la suite. Donc deux marchés à ne pas confondre. On parle d'un côté, à gauche, du marché réglementaire, d'accord? On va parler de quota carbone. Et à droite, on parle du marché volontaire, où là, on va parler de crédit carbone. À gauche, si on fait un petit aperçu sur le marché réglementaire, vous avez sûrement entendu parler de quota carbone, notamment pour les plus gros industriels, consommateurs d'énergie, qui, eux, sont soumis, du coup, à une sorte de permis d'émettre des émissions de gaz à effet de serre. Donc pour cela, ils ont l'obligation d'acheter des quotas pour pouvoir émettre. Donc le système qui régit tout cela, c'est le système EUETS en anglais, ou sinon en français c'est SEQE pour système d'échange de quotas d'émissions de l'Union européenne, et qui permet de définir est-ce que telle entreprise, au niveau assez, une telle grosse entreprise, peut ou pas émettre avec certains permis qu'elle peut acheter, avec au départ des permis qui étaient donnés gratuitement, et au fur et à mesure que le temps avance, que les années passent, ces permis donnés gratuitement se réduisent pour qu'ils puissent acheter un quota carbone. Donc ça, c'est le marché réglementaire, ça ne va pas nous intéresser. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le marché volontaire. Donc le sujet du jour, c'est le marché carbone volontaire, donc une entreprise, une collectivité, une organisation a la possibilité, si elle le souhaite, d'acheter, d'investir un crédit carbone auprès d'un porteur de projet, agricole ou non, qui s'engage à créer un projet qui va permettre d'éviter, de réduire ou de séquestrer plusieurs tonnes de carbone. Donc la mécanique, comme on le dit, c'est le financement d'une action climatique qui peut se réaliser en France. C'est notamment le cas du label bas carbone pour promouvoir un petit peu tout ce qui se passe en France, mais aussi à l'étranger, avec d'autres labels, d'autres cadres, réglementations, certifications comme le VCS, le Verified Carbon Standard, porté par l'entreprise Vera, notamment qui était à l'issue du scandale, qui est un des plus gros standards de crédit carbone, mais il en existe d'autres. D'accord ? Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que quel est l'intérêt peut-être de investir dans un projet qui va permettre de réduire ou d'éviter ou de séquestrer des tonnes de carbone en France plutôt qu'à l'étranger. En fait, au niveau macro, au niveau de la Terre, une tonne émise de gaz à effet de serre ne va pas forcément avoir de différence si elle est mise en France ou à l'étranger ou à l'autre bout du monde. Avec les vents qui brassent, etc., cela n'aura pas trop d'importance du moment que cette tonne a été émise. Donc vous avez la possibilité de financer un projet à l'autre bout du monde. En revanche, ce qui est intéressant lorsque vous venez financer des projets, notamment en France, c'est que ça a participé à la stratégie de réduction, d'atténuation de la France, la SNBC, stratégie nationale bas carbone, pour arriver à nos objectifs. Et en plus de ça, ça a participé notamment à l'ensemble de votre filière, que ce soit en amont, en aval, on va le voir par la suite. Donc, je disais tout à l'heure, plusieurs scandales, on a nommé un, mais il y en avait plusieurs qui sont apparus tout au long des années, liés notamment au crédit carbone. Donc, pour contrer cela, on a mis en place des conditions, des critères pour s'assurer qu'un crédit carbone, qui correspond à une tonne de CO2, puisse être vérifié et sûr lorsque vous l'achetez. Donc, la première, on va parler d'un critère qui est le critère d'additionnalité. D'accord ? L'effort n'aurait pas eu lieu sans le financement. C'est-à-dire vous, une entreprise qui décidez par exemple d'investir dans un projet qui va s'assurer de diminuer des tonnes de carbone ou les séquestrer, vous allez investir dans un projet qui n'aurait pas eu lieu autrement. C'est-à-dire ce n'est pas un projet qui est déjà mis en place, c'est un projet dans lequel vous allez investir qui va être créé en plus. D'accord ? Donc on vient participer en plus à l'effort national. Le deuxième critère est le critère de mesurabilité. C'est-à-dire, il faut s'assurer que la tonne de CO2 qui est émise ou réduite fasse bien une tonne. D'accord ? Que la méthodologie utilisée soit bien correcte. Donc, pour cela, on peut utiliser des outils spécifiques en fonction des méthodologies utilisées. D'accord ? Pour la méthode Carbone Agri, par exemple, il y a une méthodologie spécifique. Cap2R, pour d'autres méthodologies, il y a d'autres outils spécifiques qui permettent de bien mesurer cette tonne de carbone.
Notamment pour la mesurer, ce qu'on vient faire, c'est lorsque le projet est initié, on vient estimer et mesurer le potentiel des tonnes de CO2 de la parcelle agricole, par exemple. Et ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient faire une estimation et notamment qu'on vient valider 5 ans plus tard en remesurant par le même outil cet emplacement pour calculer la différence et calculer in fine de combien de tonnes de CO2 ce projet-là a pu permettre de réduire. Le troisième critère, c'est le critère de vérification. Donc, il faut bien s'assurer qu'un tiers indépendant puisse contrôler ce crédit carbone, ce projet mis en place, qu'il soit bien fait de manière externe pour assurer toute subjectivité. Le quatrième, c'est le critère de permanence. Il faut s'assurer que le carbone qui est stocké reste stocké dans la durée, à minimum 5 ans, notamment pour le label bas carbone. Et enfin, le dernier critère, c'est le critère d'unicité, qu'on appelle aussi parfois le critère de retrait. En fait, il faut que ce projet qui a permis de stocker, d'éviter du carbone, ne soit pas attribué à plusieurs mêmes entreprises pour une même tonne de CO2. D'accord ? Donc, quand vous achetez une tonne de CO2 via un critère carbone, il faut que vous soyez le seul à pouvoir en bénéficier. C'est pour ça qu'on la retire une fois que ce crédit a été acheté. Donc un exemple, par exemple, un éleveur qui adopte la méthode Carbone Agri, donc du label bas carbone, il s'engage dans de nouvelles pratiques, on vient parler d'additionnalité, de mesurer ses émissions avec un outil Cap2R, audité par un tiers, et sur 5 ans, il vient s'engager pour respecter les conditions du label bas carbone pour qu'ensuite l'entreprise qui l'a financé puisse, à la fin de ces 5 ans, bénéficier de ces crédits carbone qui puissent être retirés. Donc là, on a une déclinaison du cycle de vie d'un crédit carbone qui résume un petit peu les différents critères qu'on vient de voir. Donc vous avez en numéro 1 la pratique agricole nouvelle, c'est-à-dire on vient démarrer un nouveau projet qui s'inscrit dans le label bas carbone pour réduire, éviter des émissions. On vient calculer le gain carbone à partir d'un scénario de référence, baseline, et un scénario projeté à 5 ans, pour savoir quelle est la différence en termes d'émissions de gaz à effet de serre on peut avoir. Ensuite, l'étape numéro 3, l'étape de vérification indépendante. On vient, à la suite de ça, reconnaître avec un certificat le nombre d'émissions qui puissent être évitées par ce projet, qui sera ensuite financé, acheté par une entreprise, et qui, in fine, à la fin de ce projet, puisse être retiré, ce crédit carbone, pour pouvoir être attribué à 100% à l'entreprise, pour enfin pouvoir communiquer dessus, soit au sein même de ces démarches environnementales, de CSRD, EcoVadis, RSE de manière générale, ou directement contribuer à ces émissions de gaz à effet de serre, notamment en amont, comme on va en parler par la suite. Donc, quels projets peuvent générer des crédits ? Aujourd'hui, on parle d'agriculture, mais ce ne sont pas les seuls projets qui peuvent exister pour bénéficier pour parler de crédit carbone. On peut avoir d'un côté, à gauche, vous avez tous les projets d'évitement, réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, on va avoir le projet, la démarche dont je parlais tout à l'heure, RED+, qui permet d'éviter de déforester. On va avoir des projets d'énergie renouvelable, mise en place d'énergie renouvelable grâce à des projets de label bas carbone, par exemple. On va avoir des projets d'efficacité énergétique dans des industries, dans des grandes usines. On peut avoir du captage de méthane, du biogaz, etc. Des projets, il en existe de nombreux, mais ça fait partie d'une catégorie qui est l'évitement. Et là, aujourd'hui, on va plutôt parler d'absorption, c'est-à-dire on vient séquestrer, capter du carbone dans les sols, dans la biomasse, et notamment avec le carbon farming, qui est le sujet du jour, mais pas que. On peut avoir aussi d'autres démarches, que ce soit avec planter des haies, reboiser, boiser, faire de l'agroforesterie, du carbone bleu, du biochar, du carbon capture storage, etc. Donc, on parle aujourd'hui du label bas carbone en France qui permet d'encadrer plusieurs méthodes. On a la méthode grande culture, on a la méthode d'élevage Carbone Agri, on peut avoir la méthode de plantation de vergers, de haies, de reconstitution de forêt, etc. Il en existe un grand nombre. Vous pouvez le retrouver sur le site officiel du label bas carbone qui est porté par le ministère de la Transition écologique. Donc, le carbone farming, le carbone agricole, quelques exemples de leviers avec des ordres de grandeur, ça reste des ordres de grandeur. On a l'exemple par exemple, de couvert intermédiaire qui permet de restituer au sol la biomasse, de capter l'azote, de limiter l'érosion, estimé à peu près à 0,3 tonnes de carbone par hectare par an. On peut avoir des prairies temporaires avec un fort stockage initial. L'objectif, c'est vraiment de le maintenir dans le temps avec à peu près les mêmes ordres de grandeur. On va avoir de l'agroforesterie, on va avoir des haies qui permettent de stocker de la biomasse
du carbone dans la biomasse, on va avoir de l'ombre, ça va apporter aussi différents bénéfices en termes de microclimat, donc là avec des tonnes de carbone stockées beaucoup plus élevées. On va avoir la réduction du travail du sol, le fait d'éviter de travailler le sol qui va avoir la capacité de capter plus longtemps le carbone dans le sol, qui doit être couplé à d'autres techniques, mais qui est un levier à ne pas sous-estimer. On va avoir les matières organiques avec des composts, des effluents, etc. Donc différents leviers, différentes techniques pour capter du carbone dans le sol, qui font partie du coup du carbone agricole, avec le label bas carbone en France, mais aussi d'autres cadres en Europe ou dans le monde qui permet de viabiliser tous ces types de projets. Deux grandes types de financement peuvent exister. Le premier, c'est le mot anglais offsetting, qui signifie tout simplement pour une entreprise, pas forcément vous, mais une entreprise dans n'importe quel secteur qui souhaite contribuer, du coup, en compensant des tonnes de CO2 émises en investissant dans un projet. C'était le cas, par exemple, d'EasyJet entre 2019 et 2022, qui finançait des projets externes, voilà, planter des arbres. Typiquement, quand vous achetiez un billet d'avion sur le site d'EasyJet, vous pouvez cocher la case 1 euro, par exemple, pour contribuer à tout cela. Et ça permettait, in fine, à EasyJet d'investir dans des projets de reboisement. Donc là, c'est lorsque l'investissement se fait en dehors de la chaîne de valeur. Okay, ça se fait très largement avec des achats de crédits forestiers, et ça permet forcément de contribuer de manière générale au climat et de permettre à EasyJet, en plus de sa démarche de réduction de gaz à effet de serre, de compenser une partie de ses émissions et de participer à tous ces projets. Donc c'est de l'offsetting. Et l'insetting, c'est lorsque ce financement se fait à l'intérieur même de la filière. Typiquement, en tant qu'industrie agroalimentaire, lorsque vous venez investir dans des porteurs de projets, dans des exploitants en amont, souvent là où se trouve une grande partie de vos émissions de gaz à effet de serre, si vous avez déjà réalisé un bilan carbone, je pense que vous devez le savoir, c'est dans votre scope 3 amont. Donc le fait d'investir dans des projets en amont est doublement bénéfique. À la fois, ça vous permet de compenser une partie de vos émissions avec de l'achat de crédit carbone. Et la deuxième, c'est que ça vous permet aussi de réduire votre scope 3, les émissions de l'ensemble de la filière, contribuer, et non seulement au niveau du carbone, mais aussi avec de nombreux co-bénéfices dont on va pouvoir par la suite. Donc c'était l'exemple de Danone en Amérique du Nord, qui avait investi dans 140 000 acres en agriculture régénératrice, qui a permis de réduire environ 120 000 tonnes de CO2 dans l'ensemble de la filière lait. Donc, comme on vient de le voir, les raisons, les motivations pour lesquelles une entreprise peut décider de financer ces types de projets, la première, c'est agir sur son scope 3. Une grande partie des émissions d'une industrie agroalimentaire se situe dans son scope 3 amont. Donc, le fait de pouvoir investir dans ces projets-là, ça vous permet aussi de participer à la réduction de votre bilan carbone. Ça permet de financer les filières, ça permet aussi de répondre au reporting, la CSRD pour les plus gros, mais aussi toutes les démarches environnementales, il n'y a pas que ça. Que ce soit de l'EcoVadis, que ce soit d'autres labels, que ce soit d'autres démarches pour lesquelles vous devez répondre. Donc ça vous permet d'être beaucoup plus ancré et beaucoup plus mature dans ces thématiques-là. Et attention à ne pas faire les choses dans le mauvais ordre. En bas, vous avez la séquence éviter, réduire, compenser. J'espère que vous êtes tous au courant qu'il est nécessaire et prioritaire avant tout, non pas d'acheter des tonnes carbone, des crédits carbone uniquement pour compenser l'ensemble de vos émissions, mais vraiment de mettre en place une démarche d'évitement puis de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. C'est primordial de vraiment passer par là. La compensation ne doit se faire qu'à la fin, une fois que vous avez mis le paquet dans ces deux axes prioritaires. Un aperçu du marché qui reste encore assez faible en valeur, mais qui se maintient. Ce sont des estimations environ à peu près 5 $ la tonne de CO2 à l'échelle monde. Attention, les projets dans lesquels vous pouvez investir varient en termes de prix à la tonne de CO2 équivalent. L'ensemble de ce marché est estimé à environ 500 millions de dollars en 2024. C'est tout ce qui est tracé de manière publique. Notamment par une étude de l'écosystème Marketplace qui l'estime à peu près à 500 millions, mais l'ensemble du marché, notamment officieux avec des échanges de gré à gré qui se feraient en dehors du marché officiel, on l'estime à peu près entre 1,5 et 4 milliards de dollars par an. Donc comme vous pouvez le voir, ces prix peuvent varier
Et on va voir aussi notamment par la suite pourquoi ces prix peuvent varier. Et c'est notamment dû au fait qu'en fait, le prix de la tonne carbone, lorsque vous allez acheter un crédit carbone, n'est pas fixé de manière officielle. C'est uniquement vous qui fixez ce prix avec le porteur de projet en fonction de ses coûts pour mettre en place ce projet. Et aussi en fonction de l'estimation du potentiel carbone qui pourrait être évité ou réduire. Donc un petit aperçu pour rajouter une couche sur le fait que tous les crédits ne se valent pas et tous les projets ne se valent pas non plus. Plusieurs scandales d'éco-blanchiment, de greenwashing ont déjà eu lieu dans les années passées. C'est pour ça que c'est important que vous vérifiez, que vous vous assuriez bien dans les projets que vous souhaiteriez investir, de leur viabilité, la certitude que ce projet est bien correct et bien audité par un acteur tiers, et calcule bien de la bonne manière le potentiel de crédit carbone qu'il peut permettre de réduire, d'éviter ou de séquestrer. C'était le cas par exemple au Zimbabwe, comme un autre projet en 2025 dans lequel Verra, le plus gros organisme, a annulé environ la moitié, près de la moitié des crédits carbone qui étaient surestimés. Donc du coup, les entreprises se retrouvaient à acheter des crédits carbone, notamment des tonnes de CO2 qui n'existaient pas. Donc c'est un des projets aussi qui a fait parler de lui. Donc à la suite de ça, c'est encore un marché qui se structure, qui cherche à se certifier, à valider un petit peu avec de nombreuses réglementations pour éviter ces désagréments. Donc, communiquer sans greenwashing, ça fait notamment appel en bas à droite à la directive Empowering Consumers, qui a été votée en 2024, qui arrivera du coup en septembre 2026, qui permet de protéger notamment toutes les allégations environnementales qui peuvent être trompeuses, avec Total Energy qui s'est fait épingler l'année dernière à ce sujet-là, et qui permet d'envoyer un signal fort à toutes les entreprises que vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Il est important de se faire accompagner, aider, notamment aussi dans la communication. C'est important de ne pas dire des choses qui pourraient derrière être remises en question, éviter certaines formulations ou alors s'assurer qu'elles soient qu'elle correspond bien et est pertinente à votre activité. On ne parle pas de produit neutre en carbone, d'accord, c'est un produit émet, et on vient compenser par ailleurs, mais le produit en tant que tel n'est pas neutre en carbone. Attention, quand on parle d'émissions compensées, un crédit n'annule pas une tonne de mes émissions, c'est-à-dire on vient compenser ailleurs, mais vous les émettez quand même, vos émissions. C'est pour ça qu'il faut vraiment penser à éviter et à réduire, et plutôt privilégier des formulations du type on contribue au financement de projets bas carbone. L'objectif n'est pas uniquement le CO2, mais aussi l'ensemble des co-bénéfices. On parle de stratégie de compensation qui est en complément de votre stratégie de réduction de gaz à effet de serre. Et lorsque vous venez acheter des crédits, ça vient financer une réduction de CO2 ailleurs, que ce soit en France ou à l'étranger. Donc une avant-dernière slide pour parler de pratiques via le crédit carbone, notamment pour parler des co-bénéfices. Là, une petite phrase, le revenu carbone vient en complément d'un intérêt agronomique réel. L'objectif, c'est que ça ne doit pas le remplacer, dans le sens que, premièrement, pour un porteur de projet, la vente de crédit carbone ne doit pas être la seule source de revenus, ça doit être quelque chose en plus. Vous, quand vous achetez, vous investissez dans un crédit carbone, ok, on est d'accord que c'est pour compenser des tonnes de CO2, mais ça doit aussi se faire pour améliorer d'autres co-bénéfices dont on parle depuis tout à l'heure, qui sont la fertilité des sols, la rétention d'eau, que ça soit aussi pour la biodiversité, la résilience à la sécheresse. Je pense que c'est un sujet d'actualité et il est important d'investir pour l'ensemble de sa filière et non pas être égocentré et uniquement investir pour de l'achat de crédit carbone. Voilà, faut vraiment penser de manière générale. Vous venez financer l'ensemble d'une filière et non pas uniquement répondre à des besoins de réglementation ou de compensation. Différents exemples en contexte méditerranéen avec une étude en Italie avec des semis-directs sans labour pendant 22 ans a permis d'augmenter de 53% le captage de carbone dans le sol par rapport au labour. Des couverts végétaux avec une forte variabilité permettent de capter jusqu'à 7,3 tonnes de CO2 par hectare et par an. Et notamment avec une étude du CIRAD de l'agroforesterie dans le Gard qui a permis du coup de stocker dans les arbres à peu près 6,5 tonnes de carbone par hectare par an.
Je vous invite à lire l'étude de l'initiative 4 pour 1000 de l'INRAE et de l'ADEME qui vise à augmenter de 0,4% par an la teneur de carbone stockée dans les sols et qui permettrait de compenser jusqu'à 12% des émissions nationales de la France. Donc si vous deviez retenir 3 idées pour cette présentation, c'est qu'on parle de crédit carbone de manière volontaire et que ça correspond bien à 1 tonne de CO2. Ce n'est pas une obligation, c'est uniquement sur la base de votre engagement et de votre volontarisme. Tous les crédits, tous les projets ne se valent pas. Il est important de bien se renseigner sur les projets sur lesquels vous souhaitez investir, pas uniquement sur la partie carbone, mais aussi sur l'ensemble des co-bénéfices, comme on l'a dit, et bien s'assurer aussi qu'ils respectent l'ensemble des critères d'additionnalité, de mesures de vérification, de permanence et d'unicité et de retrait. Et enfin, pour en remettre encore une couche, la séquence ERC, éviter, réduire, compenser la contribution passe bien à la fin, une fois que vous avez mis en place toutes vos démarches d'évitement et de réduction de gaz à effet de serre. Merci pour votre attention, j'espère que c'était clair. Merci Loris, c'était très clair, je pense. Ça nous a bien remis le contexte de la réglementation et du cadre volontaire, puisque c'est des démarches volontaires, comme tu l'as rappelé, et aussi du fait que de compenser, en tout cas de contribuer à la compensation, ça vient en dernier, entre guillemets, dans une démarche de décarbonation pour une entreprise. Tout à fait, oui. Et c'est vrai qu'on ne l'avait pas rappelé au début.